L'homme est-il un animal comme les autres? Question bateau, à laquelle on répond rapidement par oui ou par non, en fonction de ses croyances, son idéologie, son humeur. C'est peut-être un peu plus complexe. On va essayer de réfléchir à la question. Mais tout d'abord, deux remarques. Je vais sans arrêt vous parler de l'homme. Il s'agit bien sûr pour moi du genre humain biologique, avec un grand H, et non du genre grammatical cher à MeToo. Rassurez-vous mesdames, je ne suis pas misogyne. Vous remarquerez également, de temps à autre, que je me suis permis d'intégrer des dessins humoristiques qui m'ont fait rire, que j'ai piqué à Étienne Lécroard. Ne les dites pas. Cependant, ce n'est pas du vol. Je l'ai cité dans ma biblio. L'homme est-il un animal comme les autres? Je suis allé voir sur Internet. Si la question intéressait beaucoup de monde, il existe des milliers de rubriques qui l'abordent. Dans ma bibliothèque, j'ai plein de bouquins de Coppens, Le Roi Gourand, Pic, Patou Matisse, Lecointre, etc., qui abordent le sujet. Et bien sûr, vous savez que tous les grands philosophes ont écrit des pages entières sur le sujet. Platon, Aristote, Saint-Augustin, Montaigne, Descartes, Rousseau, Kant, Engels, etc. L'homme est-il un animal comme les autres? En fait, il n'y a pas si longtemps qu'on se pose la question. Le monothéisme, depuis des milliers d'années, nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé l'homme à son image. C'était, précise la Genèse, le 6e jour de la création, les jours précédents ayant servi à construire son environnement, le ciel, la terre, la mer, les végétaux, les animaux. Le 7e jour, Dieu eut besoin de se reposer, on peut le comprendre. Aucune confusion donc n'était possible entre l'homme et les animaux. Si un mécréant avait eu l'idée saugrenue de poser la question, l'Inquisition lui aurait vite réglé son compte. Il faudra qu'arrive le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, avec l'avancée des découvertes géographiques, biologiques, scientifiques et techniques, pour que la question se pose. Les savants observaient la nature. Ils commençaient à découvrir les règles de la physique, de la chimie, des sciences naturelles. Ils ne pouvaient plus accepter sans réflexion les dogmes décrétés auparavant, ni les croyances populaires. Par exemple, la croyance à la génération spontanée. Non, les grenouilles ne tombent pas du ciel avec la pluie. Non, les maladies ne sont pas des punitions divines, etc. Ils commençaient à classer les animaux et les plantes en fonction de ressemblances qui permettent de les regrouper dans des ensembles particuliers. Les noms de premiers naturalistes surgissent. Linné, Buffon, Cuvier, Lamarck, Saint-Hilaire. Les jardins du roi se transforment en muséum d'histoire naturelle. Des milliers d'animaux sont affublés de noms latins, regroupés selon leur ressemblance dans des groupes qui s'emboîtent les uns dans les autres, les embranchements, les ordres, les classes, les genres, les espèces. Au XIXe siècle, les choses avancent. Darwin publie un livre, L'origine des espèces, qui a marqué une révolution intellectuelle en abordant les mécanismes de l'évolution. Selon lui, les êtres vivants ne sont pas fixes, mais soumis à des variations qui ont pu être exploitées par les éleveurs pour créer des formes domestiques. Chez les organismes sauvages, des variations agissent de même et sont soumises à la sélection de milieu, de l'environnement. C'est la sélection naturelle, le moteur de l'évolution. Dans un second livre évoquant la filiation de l'homme, paru en 1871, il aborde l'origine de notre espèce, à partir probablement d'une forme moins évoluée que lui, un primat de velure. Il y a continuité entre l'animal et l'homme, une poursuite de la sélection naturelle qui renforce les liens sociaux, la coopération, le développement de son intelligence.
La sédentarisation et le début de la période historique l'achemineront vers un état de civilisation, accroissant sa socialisation et son pouvoir de transformation de l'environnement. Et qu'elle, dans le même temps, essaie de classer les animaux des plus simples aux plus compliqués, se permet même de construire un arbre évolutif en 1866. Les idées progressant à toute vitesse, il osera même en 1874 intégrer l'homme au sommet de cet arbre. Ces travaux furent un scandale énorme à la fin du XIXe siècle. L'homme décentré du singe s'effrayait ceux qui n'ont jamais lu Darwin, qui du reste lui-même ne l'a jamais écrit. Il serait un animal comme les autres. Cela bouleversait plus de 15 siècles de croyances. Toute tête pensante cherche alors à définir le propre de l'homme. La bipédie? L'homme est un primate qui marche sur ses 2 pieds et non sur 4 pattes comme les autres mammifères. L'hominisation a commencé par les pieds, commente avec humour le roi Gourand. Platon déjà définissait l'homme comme un être nu et bipède. Diogène, qui aimait bien la provocation, pluma un poulet et le déposa devant Platon. « Voilà l'homme, dit-il, il est nu et bipède. » La vie en société? L'homme n'est pas un individu isolé, solitaire, mais un individu social. Seule la société lui permet de se développer, d'acquérir sa dignité. Vivre en société nécessite un long apprentissage qui se déroule de la naissance à l'âge adulte. Le langage? Si les animaux communiquent par des cris, des attitudes, seul l'homme a inventé un langage articulé qui lui permet de communiquer ses pensées. Ce langage est unique par sa syntaxe, sa grammaire, sa capacité de véhiculer des concepts abstraits. L'intelligence, c'est l'homme qui a le cerveau le plus gros, le plus complexe. C'est le seul capable de réflexion, de règles de vie en société, de morale, de créer des concepts philosophiques ou mathématiques. Le rire est un réflexe à une émotion plaisante. Comme l'affirme Gargantua, c'est bien le propre de l'homme. Rabelais valorisait l'humour et la joie de vivre. La culture, elle est bien la résultante de toutes ces qualités, car si l'homme a inventé la parole, il a également inventé l'écriture, qui lui permet de communiquer son savoir. Il fabrique des outils complexes, des œuvres d'art, des règles de vie sociale, des lois. La politique, Aristote lui-même affirmait que par nature, l'homme est un animal politique, le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, de la morale. Il ne faudrait pas oublier le sexe, car au-delà de la fonction de reproduction, l'homme qui a une sexualité permanente a su en faire un objet de plaisir, de relations humaines, d'amour. Je n'ai pas illustré ce dernier point pour ne pas tomber dans la pornographie. L'affaire semble donc réglée, l'homme n'est pas un animal comme les autres. Et pourtant, si l'on reprend ces différents critères, que l'on passe en revue le monde animal, on observe des choses étranges. De nombreux animaux pratiquent la bipédie. Chez les vertébrés, on peut signaler, outre les dinosaures, les ours, les oiseaux, des rongeurs, les suricates, de nombreux primates, dont tous les grands singes et l'homme. Certes, la bipédie des grands singes est imparfaite comparée à celle de l'homme moderne. C'est une bipédie en relation avec leur mode de vie dans des milieux arborés où ils pratiquent également la suspension, la bracation, la quadrupédie sur les phalanges. Les anciens adhérents de la Serpe et de l'Ithos se souviennent des présentations faites par Yvette de Loison sur les origines de la bipédie. J'ai longuement discuté avec Yvette et n'était pas d'accord sur sa thèse de la bipédie initiale chez les ancêtres des primates. J'ai même eu une correspondance en 2009 avec Guillaume Lecointre, professeur au Muséum d'histoire naturelle, qui m'assurait que le débat était vif, que les positions d'Yvette de Loison étaient une des réponses possibles, mais que lui-même ne tranchait pas en faveur de cette thèse.
L'homme et les grands singes ont hérité de la bipédie d'un ancêtre commun. Mais on ne sait pas quelle bipédie ils pouvaient pratiquer. Les singes sont bipèdes quand ils transportent des outils, quand ils portent un bébé, collectent la nourriture. Les espèces sont organisées en sociétés qui contiennent souvent de très nombreux individus incapables de vivre isolément. Les insectes sont sociaux, les abeilles, les fourmis, les termites, et bien sûr, de nombreux oiseaux et de mammifères. La vie sociale est parfois difficile, en particulier dans la compétition pour avoir accès à la nourriture. Mais elle présente des avantages pour détecter l'approche des prédateurs, trouver un partenaire sexuel. Elle nécessite une forme de langage permettant aux individus de collaborer. Certains animaux sont capables d'utiliser un langage articulé. Ils peuvent même imiter le langage humain, tels les ménates ou les perroquets. Ils ne sont pas forcément capables de comprendre ce qu'ils disent. D'autres n'ont pas un larynx développé, permettant d'articuler des mots. Néanmoins, ils peuvent communiquer avec des moyens de communication spécifiques, dont le sens est compris de leurs congénères, les cétacés, les mammifères en général. Chez les humains, les sourds muets ne peuvent utiliser le langage articulé de leurs congénères. Ils ont inventé un langage des signes qui a pu être enseigné à plusieurs espèces de singes, dont bien sûr les chimpanzés. Le bonobo kanzi a étonné le monde entier en apprenant plus de 200 mots différents en les utilisant sur une machine à communiquer appelée lexigramme. Il pouvait même associer plusieurs signes et composer des petites phrases qui avaient un sens. Des expériences menées sur des chiens montrent qu'ils peuvent également utiliser les buzzers sonores pour communiquer avec leur maître et peuvent utiliser 89 mots différents. On sait à présent que les chimpanzés ont un rire proche du rire humain, que tous les animaux domestiques savent montrer leur joie lorsqu'ils sont heureux. Une étude récente a montré que 65 espèces de mammifères, dont le chien et les dauphins, émettent des ultrasons comparables au rire. Le rire n'est plus le propre de l'homme. Quant au sexe, on découvre que des pratiques que l'on imaginait spécifiquement humaines ont cours chez de nombreuses espèces d'animaux. Par exemple, pour éviter les dangers de l'inceste, les grands singes pratiquent l'exogamie. Les jeunes quittent leur tribu pour aller se reproduire ailleurs. Ce sont les mâles chez les chimpanzés, les femelles chez les bonobos, comme souvent chez les humains du reste. Jane Goodall a même vu chez les chimpanzés des frères empêcher l'inceste du père vis-à-vis de leur jeune sœur. La politique. Pascal Pic raconte avec plein de détails comment un coup d'État s'est préparé et produit dans la colonie de bonobos qu'il étudiait aux eaux d'Arnhem, qui lui ont fait penser au prince de Machiavel. Les différences entre les singes et l'homme deviennent alors ténues. Si les caractéristiques du propre de l'homme sont nécessaires, elles ne semblent pas suffisantes pour vraiment tracer une frontière. Il va donc falloir aller plus loin dans notre investigation. Et si je m'étais trompé de méthode, plutôt que de partir du propre de l'homme, j'étais parti du propre de l'animal. Je retourne donc sur Internet et suis un peu ahuri. Si des milliers d'articles venaient donner leur avis sur le propre de l'homme, pratiquement aucun ne s'intéresse au propre de l'animal. Le grand radotage métaphysique sur l'homme dédaille la question de l'animalité. Sinon, on pourrait voir l'envers privatif de l'humain. Le propre de l'animal serait même le sale de l'homme, énonce Pierre-Olivier Dittmar, qui étudie l'idéologie du Moyen-Âge. L'animal serait le négatif de l'homme. Les bêtes sont sauvages, agressives, cruelles, carnivores. L'homme doit s'en éloigner, voire s'en débarrasser. Jamais les philosophes ne se posent la question du propre du ver de terre ou de l'éléphant, mais ils affirment doctement qu'ils sont différents de l'homme. Tout cela est bien intéressant, ne m'aide pas à résoudre ma question. L'homme est-il un animal comme les autres? Il va donc falloir quitter l'univers des philosophes classiques, se diriger
vers les naturalistes, les zoologues, les paléoanthropologues, les généticiens, pour avoir un éclairage plus scientifique. Mais là encore, attention, nous subissons l'héritage du Moyen-Âge. L'Institut de France comme l'université ne font-ils pas encore la distinction entre sciences naturelles et sciences humaines? L'humain a été classé parmi les primates par Linné dans son Systema Naturae, dont la 10e édition de 1748 a établi la nomenclature moderne. Linné n'avait pas nommé Homo sapiens, l'homme sage, par hasard. Certains de ses successeurs ont bien essayé de détacher l'homme des primates. Armand de Quatrefages créa même en 1861, à côté du règne animal, un règne humain, caractérisé par la présence de l'âme humaine dont les animaux seraient dépourvus. L'homme devenait l'unique espèce du règne des psychozoés. Pourtant, l'embryologie nous apprend qu'au cours de sa brève existence dans le liquide placentaire, l'embryon humain, à un moment précoce de son existence, a eu des branchies, 4 pattes, une queue. Il revivait la vie aquatique de ses ancêtres, en passant par tous les traits des vertébrés, des tétrapodes, des mammifères, des primates. Le fœtus, cette fois, semble bien être un animal comme les autres, puisqu'il se souvient d'eux. L'ontogénèse résume la phylogénèse, disait Haeckel. La question est complexe. Il va donc falloir revenir sur quelques fondamentaux, en particulier sur les données de l'évolution. Les biologistes classaient les animaux en fonction de leur complexité. Comme par hasard, l'homme se trouvait au sommet de l'arbre. Les progrès de la biologie, de la biochimie, de la génétique ont montré que des incohérences existaient dans cette classification. Une nouvelle proposition a été faite en 1950 par Willy Hennig. Elle devait révolutionner toute la systématique qui est la science de la classification des espèces. Elle prit de l'ampleur à partir de 1960. Elle arriva en France en 1980. C'est ce qu'on a appelé la classification phylogénétique du vivant ou cladistique. Veuillez excuser ce vocabulaire un peu abscon. Cette vision du vivant est fondée sur les relations de parenté entre les groupes. Il ne s'agit pas de généalogie, d'ancêtres à descendants, mais de ressemblance existant entre des groupes frères qui ont dû avoir un jour un ancêtre commun. Guillaume Lecointre est professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Il est directeur du département systématique et évolution. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure concernant la bipédie. Il a travaillé avec Hervé Le Guyader, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Leur recherche concerne les relations évolutives qui existent entre les êtres vivants. Cela leur permet de construire une phylogénie, qui est le plus proche de qui, de classer les animaux en fonction des seuls degrés relatifs d'apparentement. Ils ont écrit plusieurs livres, dont la classification phylogénétique du vivant et le guide critique de l'évolution. Ces livres sont rapidement devenus la nouvelle Bible des systématiciens actuels et largement utilisés au muséum. La question posée est donc, qui est apparenté avec qui? Très vite, ça a posé une autre question. Avec qui l'homme est-il apparenté? L'homme est désormais une espèce comme les autres. Il se retrouve sur un rameau parmi les autres. Aucun n'est plus évolué que d'autres. L'évolution avance à la même vitesse pour tous. Aucune espèce n'a jamais cessé d'évoluer. Mais précisons que la notion de l'espèce est une notion artificielle. Elle a été créée par les scientifiques pour classer les êtres vivants. C'est un outil qui permet de regrouper ceux qui sont capables de se reproduire entre eux. L'évolution montre que les mutations modifient les critères des espèces, qui en fait n'ont pas de stabilité. C'est bien ce qu'avait exposé Darwin il y a un siècle et demi. L'environnement ne crée rien, il sélectionne. Chaque espèce essaie de s'adapter aux conditions écologiques et certaines y trouvent des qualités reproductrices améliorées. Le milieu offre des conditions qui discriminent les populations en fonction des aptitudes présentes. Les espèces se reproduisent
tant qu'elle trouve des ressources pour vivre. Le monde vivant est en équilibre face aux différentes contraintes qui agissent sur lui. Toutes les notions de loi du plus fort, de survie du plus apte, sont des notions erronées. Ce sont des interprétations abusives du darwinisme. Cela a permis, entre autres, la naissance du nazisme en Allemagne. Il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis, comme le pensait Lamarck. La survie du plus apte n'est pas la survie de l'individu le plus apte, mais le succès reproductif des populations portant le variant avantagé par les conditions du milieu. On est donc passé de l'arbre de la vie de Haeckel, qui avait une direction vers l'homme, situé à son sommet, à un buisson sphérique, sans sommet, non orienté, où toutes les espèces contemporaines ont le même degré d'évolution à un moment donné. Darwin lui-même avait ébauché l'idée d'un buisson dont le tronc se divise en branches et rameaux, tous reliés par des nœuds. Un nœud représente l'ancêtre de chaque groupe. Aujourd'hui, la méthode utilisée pour définir chaque groupe est assistée par ordinateur, dans lequel on insère les caractéristiques de chaque espèce, permettant les comparaisons et la recherche des liens de parenté. Au centre de ce buisson se trouverait l'ancêtre commun à toutes les espèces vivantes, dénommé LUCA, Last Universal Common Ancestor, un ancêtre théorique vieux de 4 milliards d'années qui ressemblerait à une cellule primitive proche des bactéries et capable de se reproduire. L'homme ne représente plus un but évolutif, mais se trouve au même niveau que les autres espèces. Il devient un animal comme les autres. La cladistique prend en compte tous les caractères connus des espèces, anatomiques, embryologiques, moléculaires, génétiques, paléontologiques, etc. Je le répète, il n'y a pas de niveau hiérarchique entre les espèces, pas d'espèces supérieures à d'autres. Elles sont toutes également adaptées à leur milieu. Le ver de terre n'est pas inférieur à l'homme, il occupe une position différente dans l'arbre phylogénétique. Le buisson n'est pas une généalogie, qui descend de qui, mais il reflète les relations de parenté, qui est le plus proche de qui. On découvre alors des choses qui n'étaient pas évidentes. Les oiseaux sont plus proches des crocodiles que des lézards. Les cétacés sont plus proches des hippopotames que des autres groupes de mammifères. L'apparition d'un nouveau caractère chez une espèce, s'il apporte un avantage adaptatif, peut donner naissance à une nouvelle espèce. On parle alors de caractère dérivé. Par opposition, un caractère qui n'a pas subi de modification est appelé caractère ancestral. Le premier dessin montre qu'un ancêtre commun transmet ses caractères ancestraux en bleu à ses descendants. Il constitue un clade principal. Par contre, au hasard d'une mutation favorable à la survie dans un milieu donné, un caractère dérivé en rose peut apparaître. Et s'il apporte un avantage adaptatif par rapport aux formes antérieures, il va se transmettre à sa descendance. Il formera alors un clade secondaire. Et cela peut se reproduire indéfiniment avec de nouvelles dérivées. Le second dessin montre un arbre généalogique théorique d'une espèce composée d'un flux de générations. Chaque boule représente un individu qui peut se croiser avec d'autres et produire une descendance fertile. Il constitue une espèce définie dans la durée, dont les individus se reconnaissent en tant que partenaires sexuels. Si dans un lieu donné, en un temps donné, un obstacle apparaît, ou si les conditions environnementales changent, certains individus mutent et créent une nouvelle espèce. Très vite, ils ne pourront plus se croiser et avoir une descendance avec les individus de leur ancienne espèce. Il y a eu spéciation. Ce phénomène pourra se reproduire à nouveau et créer à son tour une autre nouvelle espèce. Parfois cependant, si les conditions du milieu changent à un point tel qu'elles interdisent toute nouvelle spéciation, l'espèce arrive à son extinction. À gauche, vous avez la liste des principaux caractères pris en compte
pour définir l'espèce humaine et la différencier des autres espèces de primates. Vous y voyez les caractères anatomiques, physiologiques, comportementaux. Les caractères biochimiques et génétiques ont de plus en plus été pris en compte. Ils permettent de mieux définir la spécificité des humains. Mais ces caractères montrent également la proximité de l'homme et des grands singes. L'étude de leur anatomie, physiologie, biochimie confirme leur étroite parenté. Ils ont le même instinct de survie, de nourriture, de reproduction, de comportements sociaux. La cladistique pense qu'on est en droit de regrouper l'homme et le chimpanzé dans un même groupe que l'on appelle les homininés. Si cela nous étonne, remarquons que les Japonais, dans leur culture et leur langue, ne marquent pas de frontières entre les hommes et les animaux. Ce regroupement ne fait pas encore l'unanimité des biologistes. Les programmes de l'éducation nationale, récemment encore, y adjoignaient les gorilles. À l'inverse, aux États-Unis, seul le genre Homo et ses ancêtres australopithèques sont inclus dans les homininés, tandis que les chimpanzés et les bonobos, le genre Pan, en sont définitivement exclus. L'idéologie vient donc y mettre son grain de sel. Les évangélistes ne sont pas loin. À l'opposé, certains zoologues audacieux proposent même de rebaptiser le chimpanzé Homo troglodytes et le bonobo Homo paniscus. Cela voudrait-il dire qu'il faudra étendre bientôt les droits de l'homme aux grands singes? Non, bigre, on ne veut pas refaire la controverse de Valladolid pour les chimpanzés. Voici donc la phylogénie des homininés telle qu'elle est représentée par la cladistique. C'est un tableau qui décrit la ramification des espèces à partir de leurs nœuds communs. La lecture se fait de bas en haut. En bas à gauche, le premier nœud marque la place du dernier ancêtre commun aux grands singes et aux homininés. On le résume par le sigle DAC, dernier ancêtre commun. Plus on s'élève et plus on voit l'apparition des australopithèques, AU, des paranthropes, P, puis des espèces du genre Homo, H. Plus deux espèces sont proches biologiquement, et plus elles sont proches sur le graphique. Ainsi, en haut, Sapiens est-il le plus proche de Heidelbergensis, qui est l'ancêtre de Néandertal, et de ce proche cousin, Homo neanderthalensis. L'ordinateur et le logiciel, s'appuyant sur les ressemblances de chaque groupe, ont bien travaillé. L'homme a évolué dans le sens d'un plus gros cerveau, d'un intellect développé, qui s'accompagne d'une vie sociale incomparablement plus élaborée et structurée. Cela, entre autres, lui permet d'inventer des machines de plus en plus complexes, des objectifs démesurément ambitieux, d'imaginer le travail, l'emploi, le salaire, et l'art, la musique, la peinture, la sculpture, la poésie, etc. La courbe montre le rapport entre le volume du cerveau et le poids du corps. On voit toute une série de primates dont le cerveau augmente de taille pour aboutir au grand singe. À un certain moment, la courbe se scinde en deux branches, l'une menant vers les chimpanzés et les gorilles, l'autre branche accélère la progression de la cérébralisation, dont tous ses descendants appartiendront au genre Homo et ses ancêtres. Le nœud marquant cette rupture serait la place du dernier ancêtre commun, le DAC, dont nous parlions précédemment. Ce dernier ancêtre commun nous est bien sûr inconnu, bien que les fossiles d'Aurorine ou de Toumaï pourraient lui être assez proches. Ni singe, ni pas tout à fait homme encore. Des deux côtés de la frontière, on a des descendants qui se ressemblent, ayant des albumines et autres protéines très proches, des ADN mitochondriaux et nucléaires similaires. Longtemps,
les paléontologues se sont demandé si l'homme n'était pas apparu simultanément en même temps dans plusieurs régions du monde. C'était la théorie multirégionale. Depuis 10 ans, la génétique moléculaire confirme que tous les humains dérivent d'une forme africaine. C'est la théorie du Out of Africa. Le DAC est bien africain. Alors, pour revenir à ma première question, l'homme est-il un animal comme les autres? Je dirais moi que tout dépend des critères que l'on se donne pour juger. L'artiste Sapiens, qui appelle les lions de la grotte Chauvet, est pour nous un article génial, un être humain remarquable. Il a peut-être, en sortant de la grotte, été dévoré par l'un de ces lions, qui voyait dans ce bipède une proie comme les autres. Il n'avait pas les mêmes critères que nous. L'imagination peut créer des histoires, des idées, des croyances, des légendes. C'est ce qu'on appelle le croire. Mais seule la science, par sa méthodologie rigoureuse, hypothèse, vérification, preuve, synthèse, seule la science donc nous donne le savoir. Il aura fallu des millénaires pour s'en rendre compte. L'homme n'est pas supérieur, mais différent. Je n'ai pas cessé de vous dire qu'il n'existe pas d'espèce vivante supérieure aux autres. Le spécisme doit être combattu comme le racisme ou le sexisme. L'homme a su conquérir la planète entière, tous les écosystèmes possibles. Il atteint à présent 8 milliards d'individus. C'est évidemment un succès évolutif. Mais est-ce un succès positif? L'homme, en s'adaptant, a réussi à s'affranchir de nombreuses contraintes de la nature. Dans le même temps, au fur et à mesure qu'il aménage son environnement, il le détériore, il le pollue, il détruit la biodiversité. Il menace par là même sa propre existence. Car si l'homme a besoin pour vivre de toute la biodiversité qui l'entoure, l'inverse reste à prouver. Alors un animal comme les autres, pour être vraiment honnête, je dirais que si l'on peut à présent se poser les questions, c'est que depuis des siècles, les hommes ont été capables de réfléchir, de se poser des questions sur eux-mêmes, sur leur place dans l'univers. À l'inverse de tous les autres animaux qui ne vivent qu'au présent, l'homme n'arrête pas de s'interroger sur son passé, se projeter dans l'avenir. Finalement, et jusqu'à nouvel ordre, la spécificité de l'homme, ce qui le distingue de tous les autres animaux, n'est-elle pas de pouvoir s'interroger, rechercher, raconter l'histoire de sa propre espèce, celle des autres êtres vivants. L'homme est bien un animal, ancré dans l'histoire de la vie, partageant avec les autres animaux des impératifs biologiques fondamentaux. Cependant, il est le seul à avoir effectué un saut qualitatif prodigieux que représente sa culture et sa pensée abstraite. C'est cette dualité qui a fait toute la complexité et la richesse de la condition humaine. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Voici la bibliographie qui m'a permis de rédiger cet article.